De Maizy Farm, société spécialisée dans l'agriculture de précision et bas carbone. Moi, de mon côté, je travaille chez Agri Sud-Ouest Innovation, qui est le pôle de compétitivité, qui est partenaire de la Ferme Digitale. On est une association, c'est-à-dire des acteurs publics et privés, 420 organismes adhérents qui croisent les mondes scientifiques et économiques. Et on a pour vocation d'engager les mondes agricoles, les mondes scientifiques et économiques à faire pousser l'innovation dans les territoires pour nourrir la valeur des agrochaînes. Comme je vous le disais, je suis accompagné aujourd'hui de Vivessia, qui est un groupe coopératif avec Sabine Frein et Maxence Armand. Pourquoi je pense depuis le début? Maxence, c'est de l'autre côté. Armand, pardon, Landon. Voilà, installez-vous. Sabine, qui est directrice recherche et innovation, on se connaît, c'est pour ça que je me permets de tutoyer. Recherche et innovation chez Vivessia. En deux mots, qu'est-ce que c'est que Vivessia? Combien d'agriculteurs? Qu'est-ce que ça représente en termes économiques? Bonjour à tous. Donc Vivessia est un groupe agricole coopératif et agroalimentaire spécialisé dans la production et la transformation des céréales, avec un ancrage dans le nord-est de la France. Donc vous voyez quelques chiffres, hein, on collecte environ 3,3 millions de tonnes sur l'ensemble des exploitations de 10 000 agriculteurs coopérateurs. Ouais. Ça représente une ferme d'1 million d'hectares à peu près, donc, dans le Grand Est. Et puis on a une partie transformation, comme je vous le disais, dans la malterie, la meulerie et la maïserie. Donc quelques chiffres clés. Une bière sur 10 dans le monde est produite avec du malt de Malte Europe. Un boulanger français sur 3 est accompagné par notre entreprise de meulerie. Et vous connaissez sans doute la marque Francine. Et puis, 1% des orges brassicoles françaises sont produites sur notre territoire. Et donc, on comprend avec ces quelques chiffres clés que la question de l'empreinte carbone est importante, d'où la présence d'Armand à nos côtés, Armand Gandon, qui est chef de projet bas carbone, et qui va expliquer tout à l'heure quelle est la stratégie et les moyens déployés par Vivessia pour prendre en charge cette question environnementale. On poursuit sur la présentation de Vivessia, si la zapette devient fonctionner. Ouais. Donc, je vous ai déjà donné la plupart de ces chiffres, 10 000 agriculteurs coopérateurs. Donc, évidemment, on a une responsabilité par rapport à nos agriculteurs coopérateurs et on doit les accompagner par rapport à cet enjeu bas carbone. Donc, on est situé dans le quart nord-est de la France, donc on couvre à peu près 10 départements qui vont du nord des Ardennes au sud de l'Aube et de la Seine-et-Marne au Vosges. Donc, je vous ai cité tous les chiffres de Vivessia. Parfait. Présentation rapide. Vous êtes associé avec Maizy Farm, qui est donc une start-up spécialisée dans l'agriculture de précision, qui propose une plateforme qui permet de collecter des données et générer des indicateurs. Et donc j'ai proposé à François Thierard, qui est son fondateur, et Maxence Rivnet, qui est responsable du produit. C'est bon, cette fois-ci je l'ai bon. Responsable produit Maizy Carbone, de venir nous rejoindre. Et je passe la parole tout de suite du coup à François. Quelques mots pour vous présenter Maizy Farm. Bonjour à tous, d'abord. Maizy Farm, c'est une start-up qui est basée à Reims, donc c'est pour ça qu'on travaille notamment avec Vivessia, donc on est voisins. C'est une start-up qui a été fondée en 2017, on a 4 ans d'existence. On travaille de manière générale sur la transition pour aider les agriculteurs et les acteurs agricoles dans la transition agroécologique. Donc ça couvre plusieurs sujets. D'abord, on a commencé à travailler dans le domaine de l'agriculture de précision, c'est-à-dire la bonne dose au bon endroit au bon moment, pour aider les agriculteurs à utiliser toutes les cartes de modulation d'engrais, produits phytosanitaires, semences, etc. On sait si le prix de l'engrais est très cher actuellement. On a lancé au mois de décembre dernier l'équivalent de la plateforme Maizy Farm dans le domaine de la viticulture. Et puis on a lancé également, on va en parler aujourd'hui, donc l'application Maizy Carbone, qui va aider les agriculteurs à faire leur bilan carbone, à voir quel est l'impact des différents leviers qu'on peut utiliser dans le domaine, et surtout à faire le suivi des changements de pratiques culturales
pour générer ces crédits carbone. Donc on comprend que MyEasy Farm, c'est à la fois le nom d'entreprise et de la plateforme, on va dire, originelle. MyEasy Viti, une déclinaison pour la viticulture, et MyEasy Carbone, c'est un autre produit qui lui est dédié à la question de l'empreinte carbone. Exactement. Donc on a appliqué les données numériques qu'on utilise dans le domaine de l'agriculture de précision, associées avec des calculateurs carbone pour être les plus précis possibles, les plus fiables possibles en termes de ces calculs de crédit carbone. On va revenir en détail sur le sujet. Sur le sujet, ouais. Et justement, pourquoi avoir lancé MyEasy Carbone? Quelle est la pression marché, réglementaire, institutionnelle qu'a ressenti MyEasy Farm pour développer ce produit? Je pense que vous entendez tous parler dans les journaux, peut-être en ce moment, c'est un autre sujet, mais vous entendez tous parler du fait pour réduire les émissions de CO2. Vous savez peut-être au moins que l'agriculture aujourd'hui c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre, 20%, un cinquième. Donc c'est quelque chose de très important, mais ce qui est encore plus important, c'est que l'agriculture c'est un puits naturel potentiel de carbone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les agriculteurs changeaient leurs pratiques, et on parlera tout à l'heure des types de changements de pratiques qui peuvent être mis en œuvre, ces réductions pourraient être, donc l'agriculture pourrait contribuer notablement à réduire les émissions, en stockant notamment plus de carbone dans le sol, mais également en réduisant les émissions, on va parler du sol en détail. Donc nous, on a fait partie du groupe de travail qui a rédigé la méthode label bas carbone grande culture, qui était portée par Arvanis. La méthode est sortie au mois de septembre, donc on a annoncé juste après notre produit MyEasy Carbone. Il faut savoir que cet outil va aider les agriculteurs et les porteurs de projets donc à faire le diagnostic des exploitations et à suivre le changement de pratique et à calculer donc ces crédits carbone de la manière la plus précise possible. Ce type de projet, François, il y en a différents types, des projets à l'échelle de l'exploitation qui embarquent toute l'exploitation, et puis des projets qui se concentrent peut-être, par une demande de clients agro-industriels, sur un produit culture en particulier. Oui, on voit plusieurs types de projets qui arrivent dans le domaine de l'agriculture. Donc, je parlais du label bas carbone. Il y a d'autres labels que le label bas carbone. Le label bas carbone, ça a été développé par le ministère de la Transition écologique, associé avec le ministère de l'Agriculture. Donc, c'est un label porté par l'État français. Donc, ça, c'est un label qui permet de travailler sur des exploitations de manière globale, c'est-à-dire que l'ensemble de l'exploitation va être concerné. On voit apparaître d'autres projets également, qui sont des projets qui sont plutôt portés par des agro-industriels. Les agro-industriels, pourquoi? Parce que dans le bilan carbone des agro-industriels, ils doivent maintenant intégrer ce qu'on appelle le scope 3. Et typiquement, je vais citer Nestlé parce que c'est un très gros. Nestlé a dit que 2 tiers des émissions du groupe Nestlé étaient à l'extérieur de Nestlé, c'est-à-dire pas dans le transport, pas dans les usines de production des produits qu'on mange tous les jours, mais bien chez les agriculteurs. Et donc Nestlé, typiquement, aide les agriculteurs à travers non plus des crédits carbone, mais des primes filières pour réduire les émissions, parce que ce faisant, Nestlé va pouvoir lui-même réduire son bilan. Donc on le répète pour bien entrer le sujet. D'un côté, des projets plutôt, oui, c'est-à-dire des projets de transition d'exploitation au sens large sur 5 ans, dont ces types de projets qui peuvent être certifiés par exemple par le label bas carbone pour garantir leur conformité à un certain nombre de canons méthodologiques. Et puis de l'autre, des projets filières portés ou impulsés par des acteurs amont ou aval de la société Nestlé pour vraiment améliorer l'empreinte environnementale d'un produit fini, exemple le chocolat, le lait ou une tonne de blé. On va revenir sur ces 2 types de projets en prenant quelques exemples. Sabine, du côté de Vivessia, est-ce que vous avez cette double approche déjà en cours de déploiement? Alors oui, effectivement, comme je vous l'ai dit, on a un pôle agricole, mais on a aussi un pôle de transformation. Donc nos entreprises de transformation, que ce soit en malterie, en meunerie ou en maïserie, ont aussi comme objectif de réduire leur scope 1, 2 et 3. Donc évidemment... Juste, je précise, je te coupe, en scope 1, c'est moi, mon usine. Le scope 2, c'est mes premiers fournisseurs. Le scope 3, c'est les fournisseurs de mes fournisseurs. Voilà. Et donc le scope 3 pour les entreprises de première transformation, ce sont les agriculteurs, en fait, la production chez les agriculteurs. Donc évidemment, au niveau du groupe, on a tout intérêt à
accompagner les agriculteurs pour répondre à ces exigences de nos filiales de transformation, mais aussi des clients comme Nestlé. Tu as cité Nestlé, on travaille aussi avec Nestlé dans le cadre d'un projet qui s'appelle Sol Vivant avec leur soie aussi. Donc là, axé sur le sol et on le verra tout à l'heure, sur la capacité du sol à stocker du carbone. Et puis avec notre filiale de transformation Malte Europe, on a un partenariat avec Heineken pour la production d'orge à carbone. Là, on est sur les types de projets que j'expliquais, les projets de filière, où on se concentre sur l'empreinte environnementale du produit fini en actionnant des leviers sur une culture particulière. Est-ce que sur le sujet label bas carbone, ce type de projet-là, c'est-à-dire qu'on engage toute l'exploitation, vous êtes aussi impliqué? Alors, en fait, ce qu'on pense, c'est que les projets label bas carbone qui génèrent des crédits carbone ne vont pas être suffisants pour financer la mise en place des leviers chez les agriculteurs et qu'il faut trouver d'autres sources de financement. Donc c'est pour ça que les primes filières viendraient en complément pour aider à la transition, parce que les leviers, on en connaît un certain nombre. On sait que souvent ils sont coûteux à mettre en œuvre, ce sont de nouvelles pratiques agronomiques. Ils ne sont pas si simples que ça, on est au quotidien sur le terrain, ils ne sont pas si simples que ça à mettre en œuvre. Un exemple tout simple, quand on veut faire des couverts avec des légumineuses un été très sec, les légumineuses ne poussent pas et on n'a pas l'effet recherché de ces légumineuses. Et en plus, l'agriculteur prend des risques supplémentaires en mettant en place ces pratiques. Donc il faut absolument trouver des sources de financement pour accompagner les agriculteurs dans cette transition. C'est pour ça qu'on travaille sur les deux tableaux, les crédits carbone d'une part, mais aussi les primes filières qui sont indispensables. Donc vous associez une transition territoriale, on va dire, à valorisation par la filière. D'autant plus que je crois savoir que d'autres subventions, cadres institutionnels vont aussi s'appuyer sur ce même type de démarche d'éco-conditionnalité associée à l'empreinte carbone, la comptabilisation carbone. Et donc là, voilà, une forme de conjonction de facteurs qui incite, j'imagine, des groupes comme les vôtres à vous engager concrètement dans ce type de démarche. Sachant que on se connaît depuis quelques années et Vivessia avait déjà lancé des premières expérimentations dès 2012. Je me rappelle bien, sur les crédits carbone légumineuses. Tout à fait, pour encourager les agriculteurs à mettre en œuvre, à introduire dans leur assolement plus de légumineuses. Et c'est vrai que c'est un projet qui était sans doute, qui voulait avoir raison avant l'heure, j'ai envie de dire, et donc c'était en 2012, parce qu'en plus à l'époque, la relance des protéagineux n'était pas encore à l'ordre du jour, et la culture de protéagineux n'est pas forcément, ne garantit pas forcément une marge brute à l'agriculteur. Donc en 2012, c'était très compliqué de lancer ce genre de projet. Et puis on avait un peu buté sur quelques aspects techniques et aussi numériques. On en reparlera, ce type de projet nécessite de rendre des comptes sur les indicateurs déployés, la méthode déployée sur le terrain, de l'intérêt d'outils numériques. On va y revenir avec Maxence. Avant ça, François, on a vu le cas particulier là, de Vivessia, sur à la fois des projets de filière ou des projets de territoire, on pense ça comme ça. Est-ce qu'on peut monter un peu en généralité? Est-ce que tu peux nous décrire les différents acteurs impliqués dans une chaîne de valeur finance carbone? Tout à fait, donc c'est pas l'agriculteur tout seul qui va pouvoir travailler sur un projet, que ce soit filière ou que ce soit la carbone. Il va être accompagné pour ce genre de choses. Donc on trouve les différents acteurs qui sont les agriculteurs, qui sont faits par les générateurs et les vendeurs de carbone, qui sont accompagnés par des porteurs de projets, parce qu'ils ont besoin de conseils sur ce genre de choses. Et typiquement, une coopérative comme Vivessia va pouvoir se positionner comme un porteur de projet et accompagner à travers ses conseillers agricoles des agriculteurs dans le changement des pratiques. Et c'est lui qui va pouvoir agréger aussi les différentes émissions ou les différentes réductions d'émissions, on va dire individuelles des agriculteurs à l'échelle de la coopérative. Voilà, tout à fait. Donc, agréger ces différents crédits carbone, primes filières et être en relation avec les financeurs, qui peuvent être des sociétés industrielles, donc des sociétés qui ont besoin de compenser leurs propres émissions, ou carrément, peut-être en cas de Vivessia, par exemple, de compenser les émissions internes du groupe
puisque Vesia également, non seulement agriculture, mais industrie, cherche à réduire ses émissions. Et puis, donc, on a tout au bout de la chaîne, on a effectivement des financeurs qui vont venir acheter ces crédits carbone pour financer les émissions qu'ils ne sont pas capables de réduire dans leur métier. Là, on se concentre principalement dans le cadre de la discussion sur le marché dit volontaire, le marché de la contribution volontaire, et non pas un marché carbone dit de conformité. Je propose qu'on ne rentre pas dans le détail. Si jamais il y a des questions, on pourra vous détailler ça. On revient avec Maxence. Il est temps de te donner la parole, Maxence. On le disait, la donnée, c'est le nerf de la guerre dans ces sujets-là, parce qu'il faut encore une fois, c'est extrêmement contraignant de rendre des comptes sur la performance environnementale d'une exploitation ou d'un produit issu de cette exploitation. Alors comment concrètement ça marche? Quel type de données on doit collecter? Quel type d'indicateurs on peut générer? Bonjour à tous. Donc, déjà, un projet carbone, ça se déroule en 3 étapes. On a une partie diagnostic initial d'une exploitation, déterminer exactement quel est le stockage de carbone, quelles sont les émissions de gaz à effet de serre sur l'exploitation, basée sur une référence soit propre à l'exploitation, c'est-à-dire sur les 3 dernières années, soit en se basant sur des moyennes départementales. Pour faire ce diagnostic, grosso modo, pour une exploitation moyenne, on a besoin de 4-5 000 données. Sauf que ces données, on ne va pas demander à l'agriculteur de les saisir, parce que ça lui prendra plusieurs jours à saisir l'ensemble de ce diagnostic. Donc notre objectif, c'est pour ça qu'on a appelé ça Maizy Carbone, c'est de collecter la donnée si l'agriculteur l'a déjà saisie sur d'autres logiciels. Là, on s'est basé sur la plateforme Maizy Farm, qui est déjà une plateforme qui est connectée à une vingtaine de sources de données pour collecter la donnée. Ça peut être des fichiers Télépack, ça peut être les logiciels de gestion parcellaire, les principaux avec lesquels nous sommes connectés, pour pouvoir réaliser ce diagnostic carbone le plus simplement possible. Ensuite, on a une deuxième étape, une étape de simulation. Déterminer quelques leviers qui peuvent être mis en place sur une exploitation, c'est-à-dire, par exemple, mettre en place une culture intermédiaire, modifier la fertilisation, mettre en place des légumineuses, afin d'augmenter le stockage de carbone, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc on peut tout d'abord simuler, en cliquant sur quelques leviers. Je pourrais faire une démonstration, si vous le souhaitez, sur notre stand qui est juste derrière, si vous souhaitez une démonstration complète. Déterminer, grosso modo, quel levier on peut mettre en place sur l'exploitation, déterminer ces leviers, quels seront l'impact sur le stockage de carbone, sur les émissions de gaz à effet de serre, et ensuite, déterminer précisément combien de crédits carbone peuvent être générés sur l'exploitation. Notre plan d'action. Et la troisième étape, c'est déterminer un suivi, une étape de monitoring qui se déroule tout au long de la durée du projet. Un projet label bas carbone, c'est une durée de 5 ans. Tout au long des 5 ans, on va récupérer par différents moyens. La plateforme peut être connectée, Maizy Farm peut être connectée directement au matériel agricole, peut être connectée à d'autres logiciels pour récupérer des interventions qui sont saisies sur d'autres logiciels, et également via des données satellitaires, récupérer par exemple des données de biomasse, et la biomasse produite par les couverts. Les couverts, c'est l'un des impacts les plus importants sur le stockage de carbone, déterminé de façon très précise, et la biomasse produite par les couverts. Donc on le répète, étape 1, diagnostic, étape 2, simulation d'un plan d'action, étape 3, déploiement du plan d'action et évaluation de ses effets en réintégrant les données au fur et à mesure des années. Combien de temps dure un projet bas carbone en général quand on s'inscrit par exemple dans le label bas carbone? Sur une durée de 5 ans, la référence se base sur les 3 dernières années et pour la durée projet, c'est une durée de 5 ans. Ça, c'est pour la partie de label bas carbone où on récupère toutes ces données. Par contre, comme l'a dit Sabine tout à l'heure, pour qu'un projet carbone, pour que l'agriculteur soit rémunéré pour mettre en place des leviers, un projet label bas carbone ne sera pas suffisant. On a besoin également de primes filières et notre calculateur, pour le label bas carbone, on a besoin de récupérer énormément de données. Et ces données, on ne va pas seulement les valoriser pour le label bas carbone, on va également les transférer vers d'autres calculateurs de façon automatique pour récupérer, pour que la plateforme soit une plateforme unique qui permet de calculer l'ensemble des crédits carbone, mais également des primes filières qui sont générées sur l'exploitation. Donc si le client du Vivesia impose un type d'indicateur particulier qui correspond à la méthode utilisée dans les Pays-Bas par exemple, qui ne serait pas exactement la même que celle de la France, on peut brancher a priori ce module calculateur à la plateforme Vivesia pour faire d'une pierre deux coups. Exactement, en fait c'est intégrer les calculateurs utilisés par les industriels pour déterminer leurs émissions scope 3, les calculer directement, les plugger à notre calculateur, et rassembler les données, on envoie les données et on récupère automatiquement le résultat. Et l'agriculteur n'a pas besoin de saisir un formulaire propre à chacune de ces primes filières, donc on aura automatiquement ces primes filières qui soient faites.
Je me tourne maintenant vers Armand, chef de projet bas carbone chez Vivesia. On a compris l'enjeu, on a compris qu'il y avait des moyens à mettre en œuvre techniques. Concrètement, comment ça se déploie sur le terrain, comment on embarque des agriculteurs et des conseillers? Oui, bonjour à tous. Oui, il y a une première étape qui est l'accompagnement vraiment des agriculteurs dans la poursuite de bonnes pratiques ou alors le début de nouvelles pratiques agricoles qui sont cette fois-ci axées sur le carbone. Et donc en tant que coopérative, forcément, on a un rôle très fort sur le terrain d'accompagnement de ces agriculteurs sur la partie agronomique, à travers de conseillers et des expertises qu'on peut avoir sur différents sujets. C'est par des réseaux d'essais, des expérimentations pour générer des références locales? Voilà, tout à fait. On s'appuie essentiellement sur le réseau d'expérimentation aujourd'hui qui sont très nourris chez Vivesia. Et c'est le sujet du carbone est d'ailleurs travaillé depuis de nombreuses années, mais pas sous l'axe carbone en fait. On travaille la fertilisation, on a parlé beaucoup de couverts, on travaille aussi les couverts de manière très forte chez Vivesia pour essayer de produire le plus possible de biomasse, même dans des contextes très difficiles. Parler de sécheresse notamment. Qui sont pour le coup dans les 5 dernières années la problématique numéro 1 lorsqu'on veut produire de la biomasse. Et donc finalement on s'appuie sur cette expérimentation pour continuer d'accompagner nos agriculteurs vers cette thématique du carbone, mais qui est en fait reliée à d'autres thématiques comme la fertilisation. Donc ça reste un sujet agronomique, c'est un sujet environnemental, mais traité comme toujours d'ailleurs sous un angle agronomique. C'est par l'agronomie qu'on répond à la question environnementale. Tout à fait. La question agronomique est au centre même du carbone. Là, on produit des références, comment on les diffuse, est-ce qu'il suffit de le dire, les gars, regardez, c'est super, en fait, c'est possible, ça suffit pour que les acteurs se mettent en branle de manière spontanée? J'imagine que non. Non, bien sûr, encore une fois, l'accompagnement sur le terrain est très important. C'est une thématique qui est nouvelle pour les agriculteurs, il ne faut pas l'oublier. Et donc, on a un rôle d'accompagnement, un rôle pédagogique, j'ai envie de dire, sur cette nouvelle thématique. Et donc, on a organisé des webinaires sur le sujet pour expliquer la thématique, expliquer quels peuvent être les leviers de réduction, pourquoi aussi on a besoin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et augmenter le stockage de carbone dans les sols agricoles. Bon, la question du stockage de carbone, les agriculteurs, maintenant on leur en parle depuis plusieurs années à travers la matière organique, ils sont très attachés à la matière organique dans leur sol. Mais la question des émissions de gaz à effet de serre, c'est une question nouvelle. Et donc finalement, on essaye d'être le plus possible sur le terrain, de les accompagner à travers des webinaires, mais aussi récemment avec des réunions. On a organisé une dizaine de réunions sur le terrain en présentiel avec nos associés coopérateurs. Là, les dernières semaines, entre janvier et maintenant. Tout à fait, sur janvier-février, où on a présenté encore une fois les leviers, les politiques en face de ça aussi, qui sont importantes. Et puis finalement, on a commencé à démontrer, faire une démonstration économique de ce que ça pouvait rapporter aux agriculteurs si par exemple ils s'engageaient dans un projet label bas carbone. En intégrant à la fois les coûts qu'ils auraient à supporter pour mettre en œuvre tel ou tel levier, mais aussi éventuellement quelques queues de comètes de crédit carbone qui peut arriver jusqu'à eux, et surtout, on le disait, les primes filières dans lesquelles vous les engagez. Tout à fait. En tant que coopérative, encore une fois, je pense qu'on a une responsabilité aussi de montrer réellement ce marché du carbone aux agriculteurs, ce qu'ils peuvent espérer, ce qu'ils ne peuvent pas espérer aujourd'hui. On a parlé de complément de revenus à travers des primes filières, la vente des crédits carbone, donc, quelque part un cofinancement entre ces crédits carbone et ces primes filières. Ce sera indispensable demain pour aller chercher une rentabilité pour les agriculteurs. Et donc c'est en ce sens-là que Vivesia a un rôle très fort de combiner à la fois les primes filières et les crédits carbone, mais aussi même d'aller plus loin peut-être avec des subventions. Les agglomérations ont aussi des objectifs de réduction d'émissions, des problèmes de qualité de l'air. On sait que l'azote est très fortement relié à ces problématiques. Et donc le monde agricole est au centre de ces problématiques et quelque part doit progresser et aller chercher le plus possible de rémunération. Du coup là on a vachement parlé des agriculteurs, mais j'imagine que les conseillers eux-mêmes, il faut les embarquer pour qu'ils puissent eux-mêmes embarquer les agriculteurs. Est-ce que c'est eux qui déploient tel quel Maïsi Carbone? On a parlé de 2000 données, 3000 données, 4-5 000 données en 4-5 000 données. Donc c'est l'agriculteur qui a à faire ça, le conseiller. Comment on fait pour déployer un outil complet, performant sur le terrain? Tout à fait, il faut vraiment accompagner les conseillers sur cette question qui est aussi nouvelle pour eux, il ne faut pas l'oublier. Et donc il faut s'approprier les outils, il faut s'approprier aussi le langage du carbone, ce qu'il y a derrière, quels sont les leviers de réduction, etc. Donc on travaille au jour le jour encore, voilà, on est en plein dedans en ce moment, sur la formation des conseillers agricoles sur les terrains. Et vous commencez par déployer l'outil Maïsi Carbone complet. Je crois savoir que vous avez plutôt une approche de commencer par un outil un peu simplifié, développé en collaboration avec Maïsi Farm pour embarquer le plus grand nombre. Tout à fait, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la pédagogie. L'idée c'est de trouver une étape intermédiaire à travers ce diagnostic simplifié qui a été créé
c'est de proposer cet outil à nos agriculteurs, qui est donc un diagnostic très simple. Et l'idée, c'est qu'en une vingtaine de minutes, un agriculteur puisse avoir une première idée de son bilan carbone, à travers une première idée de ses émissions, mais aussi une tendance de stockage ou de déstockage de carbone dans les sols. Et donc, c'est vraiment une première marche dans les différents paliers qu'on peut avoir de rémunération. Et cette première marche, elle est pédagogique pour que l'agriculteur s'approprie cette thématique avant d'aller dans des projets de label bas carbone qui sont pour le coup beaucoup plus complexes. Et Maxence en a parlé avec beaucoup plus de données aussi. Ça permet à l'agriculteur d'avoir une première étape. Maxence, quelques infos sur les différences, on va dire, entre le diagnostic simplifié. Quel type d'indicateur on peut retrouver dans cet outil? Donc pour ce calculateur simplifié, on va faire simple, on va pas demander quelle données à l'agriculteur pour avoir son diagnostic carbone. C'est-à-dire on va demander 10-15 minutes de saisir des données pour déterminer quelle est sa fertilisation, quelle est sa rotation culturelle, quelles sont grosso modo ses pratiques culturelles, pour déterminer actuellement, se basant sur les mêmes calculs, les mêmes références que le label bas carbone, déterminer le stockage de carbone initial et les émissions de gaz à effet de serre actuelles de l'exploitation. Déterminer cette référence et ensuite, comme sur l'outil complet, c'est de manière plus simplifiée, on ne va pas demander autant de détails, mais déterminer quel levier il souhaite mettre en place. On peut simuler la mise en place d'un ou plusieurs leviers, faire plusieurs simulations, déterminer quels seront l'impact de ces leviers sur ses émissions de gaz à effet de serre, sur son stockage de carbone, et déterminer de la même manière, grosso modo, une tranche de crédit carbone qu'il pourrait générer sur son exploitation. Si je le reformule, tout à l'heure tu disais il y avait 3 étapes, diagnostic, simulation du plan d'action et suivi de son évolution. Là on fait un diagnostic rapide, une simulation et on s'arrête là pour l'instant sur ce type d'outil-là. Exactement. Et pour la partie diagnostic, on n'est peut-être pas dans une logique d'intégration avec toutes les données satellitaires connectées à ton outil de gestion parcellaire, etc. On est plutôt sur renseigne 4 ou 5 ou 10 données pour déjà avoir une première approche. C'est ça un peu l'idée, Armand? Oui, tout à fait. Encore une fois, c'est d'avoir un outil simple et accessible pour l'agriculteur. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les données les plus importantes pour avoir une idée assez fiable quand même du bilan carbone de l'agriculteur. Je reviens sur ce chiffre 4000, 5000 données parce qu'il pourrait faire peur. Encore une fois, l'idée, je redonne la parole à l'un d'entre vous, peut-être François, encore une fois, il y a plein de données qui sont déjà saisies et plein de données que l'agriculteur n'aura pas à ressaisir, qui sont issues de télédétection ou de capteurs connectés. Après, je ne voudrais pas que les agriculteurs qui sont dans la salle prennent peur et se disent « Oh là là, je n'irai jamais dans un projet comme ça ». Donc nous, notre objectif, c'est la différence par rapport à d'autres solutions qui existent sur le marché, c'est d'utiliser les données qui sont déjà dans d'autres logiciels, typiquement des logiciels de gestion parcellaire, dans le fichier Télépac que chaque agriculteur utilise tous les ans pour déclarer sa rotation de culture. Donc c'est utiliser ce genre de données pour la partie diagnostic, et puis surtout sur la partie monitoring, c'est-à-dire au fil du projet, donc pour savoir ce qui se passe exactement. Donc nous, on utilise des données, par exemple, du satellite. Avec le satellite, on sort un communiqué de presse de notre partenariat avec la société Kermap. Donc on est capable de reconnaître directement par le satellite les types de cultures qui sont implantées dans les parcelles. On est capable de reconnaître si effectivement il y a eu bien une culture intermédiaire qui a été implantée ou pas. Et donc c'est important ce genre de choses parce que quand l'agriculteur à T0 fait ses simulations, il peut se dire effectivement je vais mettre en place des cultures intermédiaires, mais comme Saline l'a dit, ça pousse, s'il y a de la sécheresse pendant l'été, ça va pousser par exemple. Ou il peut dire je vais mettre en place de la réduction de travail du sol, mais de temps en temps il est obligé de labourer parce que il y a des mauvaises herbes, etc. Donc il y a la théorie d'un côté, puis il y a la pratique. Le projet c'est 5 ans minimum, et comme on dit 5 ans, ça peut être plus longtemps que ça. On n'est pas dans une démarche courte, on est dans une démarche longue au niveau des projets carbone. Donc effectivement, il faut être capable de suivre toutes ces informations. Donc la plateforme EasyFarm est capable également de remonter les informations du matériel agricole. On peut dire précisément combien d'engrais, par exemple, a été épandu dans une parcelle, quel a été le rendement sur la parcelle à partir du capteur de rendement de la batteuse. Donc on a toutes ces informations-là, et donc l'agriculteur n'a pas besoin de saisir ces 4000 informations. De 4000, on passe peut-être à des choses beaucoup plus, quelques dizaines qui permettent peut-être de rendre la chose plus accessible. Je me tourne vers Armand. À l'échelle de l'USIA, on imagine peut-être par hectare combien générer combien de crédits, que ce soit par le stockage ou par la réduction d'émissions?
Alors aujourd'hui, il y a différentes études qui ont été faites sur le sujet. On estime aujourd'hui le potentiel de l'agriculture entre 0,5 et 1 tonne de CO2 par hectare et par an. 0,5 à 1 crédit carbone par hectare et par an. C'est le potentiel. Après, si je ne dis pas de bêtises, Villécia représente 1 million d'hectares. Et voilà aujourd'hui les ordres d'idées qu'on peut avoir sur le potentiel de réduction d'émissions du secteur agricole. Parfait. Ce que je vous propose, c'est, voilà, justement, j'allais tourner vers la salle pour que vous puissiez poser une question. Je vous passe mon micro. J'ai deux questions à vous poser. Visiblement, par rapport aux porteurs de projet, qui cumule les sources de financement, enfin, il faut que vous allez chercher des sources de financement. Il y aura des financements par rapport au RNDC, des prix de qualité, des prix municipaux. Comment vous allez agréger tout ça pour faire un budget? Et deuxièmement, ça veut dire que un même crédit carbone peut être plusieurs fois financé. Et troisièmement, tout ce que vous racontez, ça veut dire qu'il faut que l'agriculteur ait aussi du matériel connecté déjà. Moi, je suis dans une région où on a des tracteurs de 30 ans, il n'y a aucune donnée satellitaire, je pense, qui peut être. C'est juste pour savoir. Le problème, c'est qu'il faut déjà avoir le matériel adapté. Je vais peut-être répondre à la deuxième question, puis je te laisserai répondre. Ouais, et juste je resynthétise la question parce que je suis pas sûr que tout le monde l'ait entendu. L'idée c'était est-ce qu'on peut cumuler différentes sources de financement pour une même tonne de carbone émitée ou stockée? Et deuxièmement, est-ce que pour déployer ce type d'outils numériques, il faut forcément avoir des outils, des équipements, des tracteurs connectés? Je commence pour répondre à la deuxième question. L'agriculteur n'a pas besoin d'avoir un matériel connecté obligatoirement. D'une part parce que on a par exemple une application mobile qui s'appelle Driver, donc qui est destinée aux chauffeurs de matériel agricole, qui permet de faire de l'enregistrement automatique. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans une parcelle et qu'on a indiqué le matin quel type de matériel on utilise, ben on sait dire j'ai été tel jour dans telle parcelle. Bien sûr, le téléphone mobile ne peut pas enregistrer la quantité d'engrais, par exemple, donc il faut taper cette information-là. Et donc, on a des solutions de ce type-là qui sont disponibles. Bien sûr, l'agriculteur, sans même utiliser cette application, peut aller saisir manuellement l'information dans la plateforme Easy Carbone. Et nous, vraiment, notre objectif, c'est d'avoir des données les plus fiables et les plus vérifiables possibles. On ne va pas parler de grands mots comme la blockchain, mais typiquement, nous, on enregistre la source de l'information. Et donc ça permet de garantir et de rendre les données vérifiables de telle manière à ce qu'un acheteur de crédit carbone puisse se dire ah oui, ces données ne sont pas des données qui ont été saisies à la petite semaine par l'agriculteur, c'est vraiment des choses que je peux vérifier, donc ce sont de véritables crédits carbone. Parce qu'il y a une question de fiabilité de ce genre de choses. Savine, sur la question du cumul, on va dire, est-ce que le cadre réglementaire est extrêmement clair? Ou est-ce que justement c'est un peu le sujet actuel de voir comment vous allez intégrer tout cela? Oui, tout à fait, c'est une bonne question parce que tout cet écosystème-là est en pleine réflexion. Nous, on considère pas que c'est un cumul. On se dit que pour générer ces réductions d'émissions de gaz à effet de serre, l'agriculteur, il dépense, il a un coût en face. Et il faut absolument qu'on accompagne et qu'on l'aide à financer ce coût supplémentaire. Donc, les crédits carbone étant... Non seulement pour lui, non seulement pour l'aval de sa filière, mais pour nous, pour qu'on essaye d'avoir un avenir un petit peu meilleur. Tout à fait. Juste pour trouver, ça veut dire qu'il y aurait par exemple des crédits publics carbone et vous représentez. Alors, je répète la question. Est-ce qu'il y aura des crédits publics, sous-entendu certifiés label bas carbone, j'imagine? Oui, par des entreprises. Mais qui peuvent être commercialisés auprès d'acteurs privés, et des primes filières qui, elles, ne sont pas forcément directement intégrées dans le label bas carbone. Oui, c'est ça l'idée en fait, c'est de trouver le maximum de sources de financement. Voilà, mais de manière transparente, j'imagine, parce que un Nestlé, un Heineken, soyez rassurés, ils vont s'assurer qu'ils ont un effet levier sur l'amélioration de l'empreinte environnementale de leurs produits, parce que c'est au cœur de leur stratégie RSE ou marketing produit. Donc j'imagine bien qu'ils ne se laisseraient pas berner si jamais ils avaient en doute. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on se retourne toujours vers l'agriculteur, que ce soit sur la réduction de phyto, que ce soit sur la protection de l'environnement et sur les émissions de gaz à effet de serre. La filière, enfin, toutes les filières reviennent toujours vers le scope 3, vers l'agriculteur. Donc nous, on considère qu'il faut au moins rémunérer le coût supplémentaire et puis voir amener de la valeur ajoutée aux agriculteurs qui font les efforts pour l'ensemble
l'ensemble des citoyens. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est l'amont des filières qui est la clé de la performance agro-environnementale de l'alimentation et des territoires. Reste à savoir si l'amont des filières est clé de la valorisation de celle-ci. Et ça, c'est peut-être le rôle de groupes coopératifs comme les vôtres que d'essayer de maîtriser. Quelques questions ouvertes pour conclure. Quelle est la prochaine étape pour Vivessia? Là, on a compris le déploiement de cet outil diagnostic gratuit, on ne l'a pas dit, mais c'est important de le souligner, pour permettre à l'ensemble, on l'espère, des agriculteurs coopérateurs de Vivessia, en tout cas ceux engagés dans les filières grande culture, de se positionner, on va dire, par rapport à leurs petits copains. Ensuite, comment on passe à l'échelle? Alors, déjà, l'enjeu, là, c'est que le maximum d'agriculteurs, d'associés coopérateurs de Vivessia fassent ce diagnostic simplifié, parce que ça nous permettra aussi à nous d'avoir un état zéro, en fait, de l'empreinte carbone de la ferme Vivessia. Donc, c'est important ensuite de pouvoir, on le dit toujours, tant qu'on n'a pas mesuré, c'est difficile de s'engager et d'avoir une ambition derrière. Donc cet état zéro va nous permettre de nous positionner, de trouver les solutions, les leviers aussi pour accompagner les agriculteurs. Donc cette étape-là pour nous est fondamentale. Et donc un des objectifs, c'est que le maximum d'agriculteurs... Les conseillers sont incentivés au déploiement de ce type de diagnostic? Non. Peut-être une idée à creuser. Oui, effectivement, on peut y réfléchir. Et donc voilà, on communique beaucoup actuellement et on compte sur évidemment les relais des conseillers pour encourager les agriculteurs à renseigner ce diagnostic. Et puis après, comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est de valoriser les productions, les filières en fait, et de trouver la valeur ajoutée auprès des filières. Il y a une question qui sera très très courte et qui appellera une réponse très très courte. Oui, Philippe Fournier, je gère des fermes à façon avec ma société Lunica. Je veux simplement que vous nous donniez un exemple concret pour un agriculteur qui s'engage dans une filière comme ça. Combien ça lui coûte? Combien ça lui rapporte? Peut-être Armand? Ouais, en deux mots, ma réponse elle sera très courte. Tout dépend. Tout va dépendre des pratiques qui sont mises en œuvre, de l'état initial de l'agriculteur, de sa capacité à générer rapidement des crédits carbone, sur quel type de levier il va s'engager. Et c'est en ce sens-là que chaque réponse sera différente en fonction de l'agriculteur qu'on a en face de nous. Difficile même de sortir un ordre de grandeur générique. Je me tourne maintenant vers François. On a vu les prochaines étapes pour Vivessia, les prochaines étapes pour MyEasy Farm et MyEasy Carbone. On va parler que de MyEasy Carbone, c'est ça, effectivement, on a beaucoup de projets sur lesquels on pourrait parler. Typiquement sur MyEasy Carbone, le sujet, là on a parlé de grande culture. Donc on est en train d'intégrer également dans MyEasy Carbone d'autres ateliers des exploitations agricoles. On parle beaucoup d'agroforesterie, de réimplantation de haies, donc il y a des aides qui peuvent être touchées à travers ce genre de choses, soit dans le cadre de projets label bas carbone haies, soit carrément il y a des subventions actuellement pour les agriculteurs pour remettre en place des haies qu'on a perdues depuis quelques dizaines d'années. Et donc ça touche le carbone, mais ça touche également d'autres domaines, comme la biodiversité. Donc ça permet de faire revenir des insectes, ça permet de faire revenir des oiseaux dans ces haies, et donc d'utiliser probablement moins d'insecticides dans le futur. Et d'ailleurs, la question de l'intégration de ces co-bénéfices environnementaux et agronomiques dans les schémas de monitoring, de reporting et de vérification des crédits carbone se pose, je crois, à l'échelle même nationale, voire européenne. Tout à fait. Donc, alors, on peut parler des haies. On peut parler de vignes, puisque en viticulture, la méthode label bas carbone viticulture est en train d'être déposée au ministère de la Transition écologique. Donc, on peut espérer qu'un label bas carbone viticulture intervienne dans l'année 2022. On parle également au niveau Commission européenne, et Julien Normandie a fait l'une des priorités de la présidence française le sujet du ce qu'on appelle le carbon farming, donc l'agriculture bas carbone. Donc il y a des choses qui sont en train de se développer au niveau européen. Avec l'idée de faire reconnaître en quelque sorte la démarche du label bas carbone français à l'échelle européenne dans le cadre de la certification carbone. Alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'on va imposer... C'est pas forcément gagné, non, mais c'est l'idée. Effectivement, en tout cas il y aura l'équivalent d'un label bas carbone européen dans les années à venir. On peut tout à fait s'intéresser à ce genre de choses, même si la France est très avancée sur le sujet. Donc il y a des discussions en cours au niveau de la Commission européenne sur ce genre de sujet. Plus concrètement, j'ai parlé par exemple
de l'intégration de nouvelles sources de données pour rendre le crédit carbone le plus fiable possible. Donc on vient d'annoncer, je l'ai dit tout à l'heure, un accord avec la société Carmap qui permet de reconnaître par le satellite des informations du type de culture intermédiaire, etc. Et donc de pouvoir donner de la valeur à ces crédits carbone par ce biais-là. Et j'imagine de prendre des données locales autant que possible plutôt que des données génériques qui ne traduiraient pas nécessairement tous les efforts réalisés sur le terrain par les agriculteurs. Et puis en même temps de simplifier, on l'a compris, hein, c'est un peu la proposition de valeur de Maizy Farm et Maizy Carbone, de simplifier encore une fois le travail de collecte de données qui est là où le bas blesse dans tous les projets de valorisation filière. Alors ça c'est très d'autres entreprises, hein, on s'appelle Maizy Farm, hein, c'est ma ferme facile, ma complexe farm. Donc nous ce qu'on cherche à faire c'est accompagner les agriculteurs au maximum sur ce genre de choses, aller sortir un bon mot pour être pris, pour aider les agriculteurs à devenir également des carboniculteurs. C'est un mot qui commence à apparaître dans le jargon agriculteur. Donc on a les agriculteurs, les viticulteurs, on a maintenant un nouvel type de culture pour les agriculteurs. Donc ils vont peut-être devenir des carboculteurs, des carboniculteurs. Mais on l'a compris avec Savine, c'est pas forcément ça qui fera que leur revenu. On va pas commencer à... Je te laisse rebondir là-dessus, peut-être Savine, je crois pas qu'on va pouvoir dire qu'on sera juste producteur de carbone. Je vais stocker du carbone et en même temps continuer de produire des biens agricoles et d'autres services environnementaux. Oui, je pense que la vocation nourricière de l'agriculture reste tout en intégrant ces nouveaux enjeux, effectivement. En termes de perspective, moi je me permets de glisser une petite actu d'Agri Sud-Ouest Innovation. On va lancer le 31 mars prochain un appel à manifestation d'intérêt autour de la question de l'agriculture régénératrice. On va adosser là aussi à la finance carbone. On va essayer d'utiliser la finance carbone pour financer la transition vers des pratiques relevant de l'agriculture régénératrice. Donc, on en reparle bientôt. Retenez la date du 31 mars pour cet appel à manifestation d'intérêt. Et puis, je vous invite surtout à continuer la discussion tout à l'heure. On va se caler juste de l'autre côté de la scène. Et donc, si vous avez d'autres questions à poser à nos intervenants, n'hésitez pas. Ils sont là pour ça. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, dire longue vie au projet bas carbone porté par l'UVC à Maizy Farm. Et puis à tout à l'heure pour d'autres questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci. Merci Pierre. Merci à tous.